Section 5. La Révolution en Aragon, le confédéralisme en action. En Aragon se situe certainement l'œuvre la plus aboutie de l'anarchisme espagnol et la réalisation la plus en phase avec les aspirations révolutionnaires du peuple après les événements de juillet. En moins d'un mois, faisant fi du rôle secondaire que lui assigne une Catalogne directrice de la guerre et de l'organisation sociale, l'Aragon devient la seule province sans état du pays. Dans cette province éminemment agricole, après la fuite voire l'exécution des latifundistes, nombre de registres notariaux et d'état civil, de documents bancaires et parfois même d'argent sont brûlés. Les églises sont vidées et remises à la commune. Dès lors, le comité régional de la CNT se lance avec détermination dans l'élaboration des structures de base de la première étape du communisme libertaire. Dans les villages, les plus jeunes mettent en place avec enthousiasme toute une culture libertaire. Des athénées, véritables centres de lecture et de débat, fleurissent ainsi que de nombreuses écoles rationalistes. Les instruments de reconstruction sociale ayant été pensés bien avant juillet, le peuple peut se dédier à l'étape suivante, la concrétisation de l'utopie, maintenant protégée par les comités révolutionnaires et les miliciens anarchistes. La base de l'organisation revient ainsi directement à la commune et en son sein, le syndicat est le lieu des premières prises de décision, ralliant l'ensemble des activités foisonnantes de la commune. Les organes administratifs de gestion commencent par décider de la moisson collective, puis de la distribution égalitaire de la première récolte entre tous les habitants du village. Contrairement à ce qui se passe en Catalogne, avec un prolétariat plus engagé dans le processus industriel, ici, les personnes se pensent elles-mêmes au-delà du producteur. Le patronat ayant disparu, le syndicalisme et les syndicats, malgré leur rôle prédominant avant la Révolution, se voient relégués à un rôle secondaire. En revanche, grâce à la créativité révolutionnaire, un nouvel organisme est créé répondant davantage à la nouvelle situation et à l'état d'esprit général de ce mouvement révolutionnaire exceptionnel, la collectivité. Le terme se propage dans toute l'Espagne où s'est produite la révolution agraire. Elle englobe tous ceux qui veulent s'intégrer à elle, qu'ils soient producteurs ou pas, car la révolution réunit sur le plan humain intégral de l'individu et non pas seulement sur celui du métier. Il n'y a plus de catégories professionnelles s'opposant les unes aux autres et faisant des producteurs des privilégiés de la consommation par rapport à ceux qui, telle la femme au foyer, ne produisent pas, au sens économique et classique du mot. En se calquant davantage sur les anciens communaux, la collectivité s'adapte mieux au territoire et déborde des anciennes frontières administratives de la municipalité tout en englobant ses fonctions. Elle est constituée tout autant d'ouvriers agricoles sans biens que de petits propriétaires qui intègrent volontairement terre à argent, connaissances, bétail et outils. En son sein, toute la population peut prendre part au pouvoir de décision concernant chacune des activités, mais personne n'est dans l'obligation d'y participer. Même si les normes établies restent souples et varient d'une collectivité à l'autre, le travail est en général obligatoire de 14 à 60 ans, sauf pour les femmes mariées. Par ailleurs, chaque famille, par et pour elle-même, peut cultiver son potager, élever son cochon et tenir une basse-cour. Les personnes décidant de travailler seules peuvent le faire à la condition de n'avoir aucun employé, mais la plupart préfèrent le travail collectif. Les travaux sont réalisés par des équipes regroupées en fonction des affinités, voire par famille. Ces équipes ont recours aux mulets et aux tracteurs, et parfois se déplacent d'une zone à l'autre pour des tâches qui sont souvent rotatives. Selon les estimations, dans ces conditions, une moyenne de travail d'environ 3 à 4 heures par jour suffirait pour couvrir les besoins collectivistes. Mais le pays est en guerre. 20% des hommes sont engagés dans les milices et les surplus de la production sont envoyés au front. Dans ces conditions, les collectivistes sont obligés de réaliser de longues journées de travail. La collectivisation dans l'esprit du communisme libertaire suppose le dépassement des misères du féodalisme et du capitalisme en Aragon par la réalisation d'une société d'abondance dans la simplicité et la frugalité. Les collectivités ont eu le grand mérite de montrer au monde que ni l'argent ni le marché ne constituent des catégories intrinsèques au bon fonctionnement d'une société égalitaire et moderne. Même si l'économie en Aragon révolutionnaire peut varier d'un endroit à un autre, la finalité du système collectiviste vise un autre paradigme que celui de la seule économie. Si certaines collectivités ont effectivement supprimé l'argent, d'autres ont recours à des monnaies locales et d'autres encore
conserve la monnaie en cours, la peseta. Le principe du communisme en matière d'économie est bien la règle générale. Pas d'argent, mais une consommation libre et contrôlée uniquement par un bon prélevé d'un carnet à souche remis par le comité à chaque membre de la collectivité. Ce bon, remis en échange de la participation au travail, donne à la famille concernée un accès à la coopérative et aux biens de consommation qui y sont déposés. La plupart des besoins comme l'éducation, les soins, l'eau, l'électricité sont couverts par la collectivité. De l'argent est souvent remis aux familles afin d'accéder à d'autres lieux au-delà du village, pour les voyages par exemple, ou acheter ailleurs ce qui manque localement. Pour ce qui est des échanges à plus grande échelle, étant donné qu'aucune collectivité ne peut commercer pour son propre compte, le troc est privilégié avec les collectivités urbaines. L'argent, strictement géré, peut être utilisé par les comités par exemple pour l'achat de matériel industriel ou d'armes en soutien aux miliciens au front. Au début du mois d'août 1936, les communes semblent se développer en complète autonomie, mais presque naturellement les liens commencent à s'établir entre collectivités par les déplacements habituels des paysans dans la région. Politiquement, pour les anarchistes, il est urgent d'éviter le repli sur soi et permettre la redistribution de la part des communes riches vers les plus pauvres. C'est ainsi qu'à la fin de ce mois d'août se crée la première fédération au niveau local. Elle évolue en février 1937 jusqu'à atteindre le niveau régional, comptant 456 délégués de communes représentant 275 collectivités et 141 000 habitants. Cette structuration fédérale cantonale, grâce à une gestion collective précise, estimation de la production-consommation statistique, de la part des conseils administratifs de chaque collectivité exécutant les accords de l'Assemblée, rend effective la compensation vers les collectivités les plus pauvres. Cette fédération permet l'acquisition de moyens de transport régionaux, la mise en place des réseaux téléphoniques, de l'électricité et d'échanges de machines et assistance technique, en développant des échanges culturels. Sur un plan plus général, la province d'Aragon se trouve fort limitée quant à ses capacités économiques par le fait même de devoir intégrer le contexte de la guerre. La région subit également de plein fouet, et malgré tous ses efforts, les conséquences du renoncement à la révolution de la part de la tendance collaborationniste de la CNT-FAI dans le reste du pays, surtout avec la Catalogne voisine. S'il est vrai que la spéculation ne peut se produire en Aragon, étant donné le contrôle collectif effectif de la production, il en va tout autrement à Barcelone, où le marché est resté libre et fluctuant. Dès l'automne 1936, la pesetas entame une dévaluation croissante entraînant une hausse des prix, mettant en difficulté l'approvisionnement des zones rurales. Une difficulté accentuée par une économie de guerre de plus en plus exigeante, avec l'armée de conscription rétablie. Dans les collectivités, avec le temps, le resserrement des mâchoires de l'État se fait doublement sentir. La collectivisation pose parfois des problèmes difficiles à résoudre et provoque des tensions, par exemple entre la collectivité et les petits propriétaires qui ont choisi de ne pas l'intégrer. En effet, ils ne peuvent salarier personne, ni vendre leur production sur le marché, ni accéder aux avantages offerts par la collectivité, comme l'accès aux engrais, aux semences ou aux machines. Dans ces cas précis, le poids des habitudes revient en force et ces paysans regrettent leur propriété privée, voire les débouchés offerts par le marché. Avec le temps, le regret se transforme en opposition encouragée par les réactionnaires favorables au retour à la propriété privée et au marché. Ces réactionnaires et leurs revendications sont assurés de l'appui de la légalité républicaine d'un État qui a repris des forces et qui est désormais aux mains des staliniens. L'État républicain espagnol envoie en août 1937 des divisions communistes, sous le commandement de Enrique Lister, reprendre le contrôle de l'Aragon. Le saccage est d'envergure puisque 30% des collectivités sont entièrement pillées et détruites et 600 arrestations ont lieu, sans compter les fusillés. Après le retour des familles fascistes, les paysans refusent à travailler pour elles au moment des récoltes, si bien que les campagnes se retrouvent totalement désorganisées. Devant ce désastre économique, le ministère de l'Agriculture autorise la remise en place des collectivités qui, pour la plupart, se remettent à fonctionner jusqu'à l'arrivée des troupes franquistes. Ce que les libertaires catalans n'osèrent pas faire, prendre tout le pouvoir entre leurs mains, les libertaires aragonais ont essayé de le faire. Le Conseil régional de défense d'Aragon a été ce qui ressemble le plus à cette alternative politique libertaire, du communalisme ou du confédéralisme démocratique, du moins dans ses premiers pas.
Cette structure d'expression populaire est fondée le 6 octobre 1936 face au vide politique et pour investir le rôle secondaire que lui assigne la Catalogne. Jusqu'à l'agression et l'occupation des troupes communistes de Lister à l'été 1937, trois niveaux de pouvoir se distinguent. En premier lieu, 400 délégués des conseils municipaux forment le Conseil d'Aragon. Puis la Fédération des collectivités agraires chargée de structurer les relations locales et régionales relatives à l'agriculture et au commerce, et enfin, la structure fédérale anarcho-syndicaliste de la CNT. Celle-ci, à certaines occasions et avec son réseau de syndicats, joue le rôle d'arbitre entre les deux niveaux de pouvoir précédents. Ainsi, sans aucune force de répression propre, cette forme de pouvoir politique ne fait que coordonner régionalement tout un réseau politique de prise de décision par assemblée décisionnelle et en démocratie directe. Et c'est ce pouvoir communal, à la base, qui décide des activités sociales et économiques fédérées à leur tour régionalement. En décembre 1936, après de longues négociations, le Conseil d'Aragon est officiellement reconnu par le gouvernement central et la Generalitat, mais en contrepartie, il se voit dans l'obligation d'intégrer les forces politiques socialistes et communistes en son sein. Le Conseil d'Aragon, né d'une mise en œuvre du projet fédéraliste libertaire, ne permet pas cependant de rétablir la structure républicaine antérieure au coup d'État. Malgré le départ de quelques anarchistes, le Conseil d'Aragon et son réseau essentiellement autogéré poursuivent l'immense tâche d'organisation de la vie politique et sociale. Par la suite, sa violente dissolution en août 1937 par les troupes du Parti communiste provoque, comme nous l'avons vu, une détérioration profonde de la vie sociale, politique et économique en Aragon. Mais le fait que des collectivités aient redémarré après le passage des divisions socialo-communistes, malgré l'opposition des anciens propriétaires terriens appuyés par l'État, montre que le projet du communisme libertaire prend forme et qu'il est bien ancré dans la population rurale. Il y a de nombreux points communs entre l'anarchisme espagnol et les propositions de Bookchin, ce qui confirme l'hypothèse que ce puissant mouvement libertaire reste la source principale d'inspiration de Murray Bookchin. Tout autant que la démocratie athénienne, la plus grande révolution du XXe siècle, et son projet de communisme libertaire, qui inclut le féminisme de Mujeres Libres, les écoles rationalistes et l'urbanisme social, ont largement participé à la vision de ce monde qui devrait être. Aussi, sa conception confédérale du communalisme épouse la structure de la CNT, et le communalisme, tout comme la CNT entre 1920 et 1936, sont pensés comme catalyseurs des mouvements sociaux de sensibilité libertaire. Mais au-delà de ces réussites, c'est dans les manques, les erreurs et les égarements de la CNT, alors de mettre en place la société nouvelle, que Bookchin a trouvé les éléments pour l'élaboration et l'articulation cohérente des concepts de pouvoir et de stratégie politique pour le communalisme. L'écologie sociale devient alors l'outil d'analyse et à la fois paradigme d'une humanité réconciliée avec elle-même et avec la nature première, telle une cosmogonie. L'anarchisme social qui atteint son expression maximale en Espagne, comme nous l'avons signalé, lui a apporté des éléments importants, pour ne pas dire déterminants, alors de structurer les propositions idéologiques pour l'écologie sociale comme pour le municipalisme libertaire.